Penses-tu réellement connaître les stratégies du conglomérat LVMH? Même si c'est le cas, apprête-toi à découvrir 7 leviers stratégiques, juridiques et culturels qui ont fondé son succès et assureront sa survie future à l'échelle séculaire. Dans cette vidéo, nous allons percer les mystères de ces différentes stratégies, mais d'une manière, je pense, inhabituelle par rapport à ce qui est proposé actuellement sur YouTube à ce sujet. Autre point important, identifier ces leviers te permettra, en tant que gestionnaire, d'amener tes projets à un tout autre niveau. Et en tant qu'investisseur, à dénicher des pépites comme LVMH, mais à un stade moins mature, et y investir, ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc bonjour, c'est Rémi, mets cette vidéo en pause et prends de quoi noter car ce que je m'apprête à te partager pourrait bien changer ta perception du monde du luxe et t'initier au modèle d'allocation de capital introduit par Bernard Arnault lui-même et qui sont la cause de son succès actuel. Le premier principe sur lequel l'empire du luxe créé par Bernard Arnault est fondé et qui est commun à tous ces conglomérats ayant résisté à l'épreuve du temps est la décentralisation. Il est pourtant fréquent de constater que certains groupes créés par acquisition de plusieurs marques se retrouvent composés d'une seule équipe de direction, un seul directeur artistique et un management souvent bien éloigné de la réalité du terrain. La philosophie d'Arnault est totalement contraire à cela. Pour le citer, notre entreprise est fondamentalement décentralisée, chaque marque fonctionne elle-même, dirigée par son propre directeur artistique. LVMH peut alors être assimilé à une confédération d'entreprises. Chaque directeur a une grande liberté, ne devant pas se plier aux exigences des autres marques et aux potentiels conflits d'intérêts qui apparaîtraient. Y avoir un seul directeur artistique pour une marque précise et une seule structure précise par marque permet à LVMH non seulement de réagir de façon plus rapide que certains autres groupes, mais aussi d'être plus proche de ses employés. C'est d'ailleurs ce que souligne avec justesse Bernard Arnault dans le livre La passion créative. Nos entreprises sont gérées comme des entreprises familiales, de manière indépendante, et c'est pourquoi elles réussissent. Le succès vient dans ce type d'entreprise de la taille qui doit rester relativement modeste, ce qui permet d'avoir un contact direct, permanent et personnel avec les produits, les équipes et les artisans. Au final, le groupe LVMH dénombre un total de 41 entreprises, 41 small et mid cap, chacune d'entre elles indépendantes les unes des autres. Il n'y a alors pas de risque de saturation du contrôle et du nombre de sociétés justement grâce à cette décentralisation totale. Et c'est une véritable leçon de structuration d'entreprise, un modèle pérenne à long terme et qui a fait ses preuves dans tout secteur. Et si ce sujet spécifique t'intéresse, je te recommande chaleureusement le livre, que dis-je, l'œuvre Les Outsiders, qu'est-ce qu'un grand dirigeant d'entreprise de William Torendike qui fait état de 8 entreprises qui ont surperformé en suivant ce même modèle et dont je glisserai le lien en description. La deuxième leçon que Bernard Arnault nous transmet est l'importance qu'il accorde à ses collaborateurs. Pour lui, le succès à long terme ne réside pas seulement dans la performance financière, mais aussi dans la formation et la bonne gestion de son personnel. Cette importance accordée aux employés se matérialise dans toute la vie de l'entreprise et dans de nombreuses décisions qu'Arnault a mis en place pour valoriser ses équipes. Permettre aux employés de toucher une participation sur les résultats de la marque, du groupe, est un bel exemple que je considérais comme classique. La formation continue qu'LVMH propose à tous ses collaborateurs contribue également à la croissance personnelle et donc à la longévité de chaque individu au sein du groupe. Et cette variable est d'autant plus essentielle que le monde du luxe est impitoyable. En effet, dans cette industrie, les sociétés se doivent de sortir des produits d'une qualité parfaite pour répondre à une clientèle très exigeante. C'est pourquoi le nerf de la guerre est de recruter et de former des talents. D'autant plus que là où plusieurs entreprises travaillent chaque pièce à la machine, la vision de Bernard Arnault est tout autre. Si vous entrez dans une usine Vuitton, nous dit-il, vous ne verrez que très peu de machines. Presque toutes les pièces sont fabriquées à la main. Habituellement, le travail à la pièce est le système d'exploitation le plus inefficace au monde. Mais pour nous, c'est différent parce que nous donnons à nos artisans et artisantes une formation fantastique. Ils sont formés pendant des mois avant de toucher les produits, puis chaque tâche qu'ils accomplissent a été étudiée, raffinée pendant de nombreuses années, de sorte que nous savons précisément comment organiser l'atelier. Enfin, la plus audacieuse de ces décisions en faveur de ses employés selon moi est à contre-courant des normes et sûrement son choix stratégique lors du rachat de nouvelles marques. Si tu te souviens de ma vidéo sur Bernard Tapie, tu sais que l'une de ses méthodes pour redresser une entreprise était la réduction drastique des coûts, souvent accompagnée d'un licenciement massif. Et pour Bernard Arnault, c'est une erreur monumentale. Considère à juste titre que ce sont les employés qui connaissent le mieux la marque, qui l'incarnent le mieux et qui sont donc essentiels au succès futur de cette dernière. Dans les magasins aussi, nous dit-il, beaucoup de vendeurs ont la marque dans leur os. La plupart des entreprises nettoient la maison lorsqu'elles acquièrent de nouvelles marques. Nous ne le faisons pas, parce que nous avons constaté que cela nuit terriblement à la qualité.
Lorsque vous nettoyez la maison, vous faites sortir les personnes qui respectent le plus la marque et qui contribuent à sa longévité, à son intemporalité, à son authenticité. Passons à la troisième leçon stratégique du groupe qui est relative à sa culture. La gestion du personnel et l'implication extrême d'Arnaud dans son entreprise font de LVMH un groupe avec un esprit familial. Il accorde une importance particulière à être propriétaire de son propre groupe et à ne pas seulement bénéficier d'un salaire conséquent, ce qui est d'ailleurs statistiquement un très bon signe pour les actionnaires que nous sommes. Bernard Arnault se proclame lui-même gestionnaire propriétaire, une donnée fondamentale pour l'entrepreneur français. Et en adoptant cette position et en possédant la majorité des actions de son groupe, il est vraiment associé à tous les actionnaires qui achètent des actions LVMH. Ces décisions seront donc prises en tant qu'actionnaire majoritaire initié et non à l'image d'un PDG souhaitant voir le cours de bourse croître à court terme afin de maximiser son bonus de fin d'année. C'est également un signe rassurant pour les actionnaires que de savoir que le gestionnaire est le premier intéressé à la performance à long terme de l'entreprise. Cet aspect familial doublé de cette implication de PDG propriétaire me rappelle la gestion de plusieurs des entreprises que nous avons analysées dans ma newsletter mensuelle au cours des derniers mois. Une newsletter mensuelle qui, je le rappelle, est gratuite et à laquelle je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer la prochaine édition. Quatrièmement, l'obsession qu'a Arnaud pour produire une qualité supérieure dans tout ce qu'il entreprend doit être considérée comme un pilier fondamental de sa réussite. Mais comment cette exigence se traduit-elle concrètement dans les opérations quotidiennes d'un géant du luxe Rémy, me demanderas-tu logiquement. Arnaud met un point d'honneur à maintenir la qualité au plus haut niveau indépendamment des circonstances. Comme il le dit lui-même, une entreprise comme la nôtre, cotée, transparente et grande, nous donne tous les moyens nécessaires pour assurer la très haute qualité de nos produits. C'est une priorité constante, quoi qu'il arrive. Et en pratique, les valises Vuitton offrent un exemple parfait. Elles sont soumises à des tests extrêmes où elles sont ouvertes et fermées 5 fois par minute pendant 3 semaines, jetées, secouées, écrasées. Arnaud commente « Vous ririez si vous voyiez ce que nous faisons ». Mais c'est ainsi que vous constituez quelque chose qui devient un héritage. Ce processus démontre l'engagement de LVMH à créer des produits qui ne sont pas seulement beaux, mais également durables. Et cette exigence de qualité chez LVMH sert également de moteur. Arnaud croit fermement qu'il n'y a rien de pire que la complaisance, que l'autosatisfaction. Quelque part, nous sommes constamment insatisfaits de ce que nous faisons, nous dit-il. Et cette philosophie de remise en question constante pousse chaque leader du groupe à ne jamais se reposer sur ses lauriers et à toujours chercher à s'améliorer. Pour Arnaud, cette attitude proactive et légèrement paranoïaque est essentielle. Cette paranoïa positive, pour reprendre ses mots, incite le groupe à envisager le pire des scénarios possibles et à rester vigilant, ce qui est crucial pour maintenir la qualité et l'innovation. La nécessité restant la mère de l'innovation, comme le dit fort justement Nassim Nicolas Taleb. Et cette paranoïa positive, doublée de cette insatisfaction permanente, est un modèle mental commun à tout grand investisseur. Passons maintenant à la 5e leçon, qui nous livre le secret du maintien de LVMH au sommet du luxe mondial. LVMH domine le luxe mondial grâce à un avantage concurrentiel indéniable. Pour Bernard Arnault, tout commence par l'aura mythique des marques comme Dior et Louis Vuitton. Contrairement aux marques américaines apparues en une génération, les marques de LVMH sont enracinées dans l'histoire. Elles ne vendent pas seulement des produits, elles vendent un héritage, une culture. Mais 4 autres clés succèdent cette aura mythique des marques d'LVMH pour maintenir son avantage concurrentiel. Tout d'abord, LVMH optimise ses coûts en devenant le principal acheteur mondial de publicité dans le luxe, bénéficiant ainsi de tarifs préférentiels. Et cet exemple nous montre comment tirer parti des économies d'échelle pour renforcer sa position sur le marché. Ensuite, encore une fois, pour Bernard Arnault, produire des articles de luxe est un art nécessitant une précision chirurgicale. Chaque étape est minutieusement planifiée et exécutée avec rigueur, garantissant ainsi une qualité sans faille. LVMH investit dans des marques iconiques avec une identité forte, mais également avec un flux de trésorerie solide et une croissance durable. Et c'est cette stratégie qui justifie d'une part la solidité de cet empire et d'autre part la croissance continue de sa valeur intrinsèque. Enfin, Arnaud nous illustre sa vision long terme avec confiance lorsqu'il nous assure que nous boirons toujours du nom de Pérignon dans un siècle. Et cette déclaration reflète la confiance inébranlable qu'il a dans la pérennité de ses marques. 6èmement, je ne pouvais pas réaliser cette vidéo sans approfondir ce sujet de sa vision long-termiste. Une valeur partagée par nous autres investisseurs sur cette chaîne et que je considère comme une leçon à part entière. Pour rappel, cette chaîne YouTube Parlons Long Terme existe pour apporter du contenu de qualité qui sera encore valable dans 20 ans. Et c'est également la vision de l'entrepreneur français qui reste fermement concentré sur le long terme.
Et pourtant, ironiquement, Arnaud se définit comme un patient. Et dans les affaires, il faut se positionner sur le long terme pour faire croître son œuvre. Pourtant, de nos jours, aux États-Unis notamment, les entreprises cotées sont trop dépendantes des publications trimestrielles. Si les résultats sont momentanément négatifs, Mr Market leur fera payer cher. Et Bernard Arnault souligne face à cela avec justesse qu'il est difficile pour un groupe comme LVMH de se concentrer uniquement sur les trimestres lorsqu'on vise à créer une marque pour les 20 prochaines années. Cela pourrait conduire à des décisions de court terme au détriment de l'intérêt long terme de la société. Bernard Arnault applique donc cette vision non seulement dans ses affaires, mais aussi sur les marchés boursiers. Et comme un certain Warren Buffett, il croit fondamentalement qu'il faut avoir une vision long terme pour réussir ses investissements. Il est rare que le cours d'une société dans laquelle nous misons augmente immédiatement après l'investissement. Et si tu commences à spéculer ou à succomber à tes émotions, tu ne feras statistiquement qu'enrichir ton courtier. Mais si tu paries sur la bonne entreprise, fondée sur de bons fondamentaux, tu en tireras un gain à long terme. Et face à cela, rappelle-toi que l'évolution des marchés est irrationnelle. Et il n'est pas rare de voir des entreprises réaliser des progrès significatifs d'un trimestre à un autre, d'une année à une autre, mais de devoir attendre plusieurs mois, voire années, avant que le cours corrige, surtout dans le monde des small caps. Adopter une vision à long terme et rester concentré sur les fondamentaux, c'est la véritable clé du succès durable de l'investisseur ainsi que des gestionnaires d'entreprises sur lesquelles nous misons. Enfin, la dernière leçon que nous livre Bernard Arnault et que trop d'investisseurs et d'entrepreneurs omettent, c'est l'importance du levier juridique. Un sujet passionnant sur lequel tu te dois de monter en compétence, et à ce sujet, je te recommande chaleureusement la chaîne de mon ami Hugo, nommé AH Strategis, Fiscalité Investissement. Un exemple d'ingénierie juridique qu'utilisa Arnault dans ses débuts et qu'Hugo me rappela récemment fut l'utilisation de cascades de holding, autrement appelé holding Perlavad. Pour rappel, pour prendre le contrôle d'une entreprise, il te faut posséder la majorité des droits de vote, généralement symbolisés par 51% des participations, si aucune action préférentielle n'est émise. Si cette entreprise vaut 100 millions, cela signifie investir 51 millions d'euros. Mais il existe un autre moyen via notamment l'utilisation d'une succession de sociétés holding. Une holding est, pour simplifier, une société de gestion et de détention des titres d'autres sociétés. Ainsi, en utilisant une holding qu'on va nommer société A, pour acquérir 51% d'une société B afin de la contrôler, tu n'as besoin que de 51% de la société A. Cela signifie que tu n'aurais besoin que de 26% du capital total pour exercer un contrôle majoritaire, réduisant de moitié ton investissement initial. Mais pourquoi s'arrêter là, Rémi, me demanderas-tu logiquement. En effet, si tu ajoutes une seconde société holding nommée société C, capitalisée par un investisseur et que tu détiens qu'à 51%, tu peux répéter le processus et prendre le contrôle de l'entreprise cible avec seulement 13% du capital total. Et avec 3 holdings, ce chiffre descend à 6,5%, d'où l'expression holding en cascade. Cela lui permet d'une part de réduire drastiquement l'investissement en capital nécessaire, mais également cela permet de profiter du capital et de l'historique bancaire constitué sur d'autres sociétés pour conserver le contrôle sur les filiales du groupe et monter au capital de nouvelles. Et non seulement cela réduit le capital nécessaire, mais cela permet aussi de profiter d'avantages fiscaux puisque les flux de dividendes et les gains en capital peuvent être gérés de manière plus efficace au travers de différentes juridictions. Enfin, cette flexibilité structurelle permet à Arnault de réarranger ses investissements sans perturber toute la structure du groupe, ce qui m'a amené cette année à opter pour le même genre de structuration pour nos activités d'édition de logiciels. Cet exemple nous montre comment le levier juridique bien utilisé peut transformer une stratégie d'investissement et c'est loin d'être son seul champ d'action. L'histoire de la montée au capital d'Hermès d'LVMH pour une amende anecdotique malgré la fraude avérée sous-jacente en est un autre exemple. Le levier juridique est donc un outil puissant qui nécessite une connaissance approfondie en droit et en finance, mais qui peut ouvrir des possibilités énormes pour ceux qui sont prêts à l'explorer. Récapitulons donc rapidement ces stratégies. La décentralisation est un levier de référence pour faire croître la valeur intrinsèque d'une entreprise, quelle que soit sa taille. Pour qu'une entreprise brille sur du long terme, il faut une équipe brillante qui l'accompagne sur ce même horizon temporel, ce qu'Arnault a bien compris en intégrant ses enfants dans de nombreux postes clés du groupe. L'exigence constante de qualité et la gestion proactive des risques chez LVMH sont des leçons dont nous devons nous inspirer, tout comme l'obsession de la pérennisation de l'avantage concurrentiel qui est clé pour exister à long terme. Enfin, les meilleurs gestionnaires se doivent, en plus de leur vision et de leurs compétences en gestion structurelle et financière, de savoir exploiter le levier juridique. Ce dernier peut se révéler aussi puissant que dévastateur pour tous ceux qui négligent son importance. L'un des plus grands contrôles fiscaux de l'histoire de France ayant été déclenché par Arnault contre François Pinault suite à la prise de participation de Kering dans Gucci. Et toutes ces caractéristiques ne sont pas les seules qui doivent nous inspirer dans cette histoire.
Mon ami Fouad Berlin, qui co-anime le podcast DM avec Hugo, sur lequel je suis intervenu dernièrement, ajouterait à raison à cette liste l'utilisation judicieuse de l'effet de levier bancaire tout au long du développement d'LVMH. Bref, toutes ces caractéristiques font partie de celles que je recherche lorsque je déniche et étudie mensuellement une action pour vous dans le cadre de ma newsletter qui est gratuite. Pour rappel, le lien est en description et je t'invite à t'y abonner maintenant pour ne pas passer à côté de mon analyse du mois prochain. Et je te dis à très vite mon ami.